On se retrouve sur Punchline, sur CNews, avec nos invités. Frédéric Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Ancien député Les Républicains des Français de l'étranger. Sylvain Courage, rédacteur en chef à l'Obs, bonsoir. Bonsoir. Et Gaël Brustier, bonsoir. Bonsoir. Docteur en sciences politiques, auteur de ce livre, Le désordre idéologique, aux éditions du Cerf. On va évoquer plusieurs sujets. Le Sénat et ce qui s'est passé hier lors des élections, la loi antiterrorisme, les mouvements sociaux et bien sûr Jean-Luc Mélenchon et sa punchline du week-end qui met donc sur le même plan les nazis et Alain Juppé. On commence d'abord par le Sénat. La droite qui relève la tête après le résultat des sénatoriales. Les Républicains ont conforté leur majorité, tandis que la République en marche a raté le coche. Les socialistes ont limité la casse et les communistes ont sauvé leur groupe. S'agit-il donc de la revanche des partis anciens? C'est ce que pense en tout cas François Patriat, chef de file du groupe de la République en marche. Regardez ce qu'il dit très précisément. Ces élections sont le reflet de la volonté de revanche des anciens partis, tels le PS et LR, qui ont voulu ainsi démontrer que le clivage droite-gauche continuait de fonctionner. Frédéric Lefebvre, vous êtes d'accord avec cette analyse? C'est vraiment le vieux monde ancien qui ressurgit ou pas? Je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, le pari d'En Marche n'a pas été réussi, évidemment, parce qu'il y a eu, et tout le monde l'a dit, des annonces par le gouvernement sur les collectivités locales, par exemple. Mais c'est plus profond. Je crois qu'il y a le sentiment qu'un parti unique semble vouloir effacer la droite et la gauche, alors que le président de la République s'était engagé à additionner la droite et la gauche. Et puis de l'autre côté, tout le monde nous parle d'une très grande victoire de la droite et d'une très grande victoire des Républicains, de LR, mon ancienne formation politique. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ils sont trop divisés, vous dites? Il y a une vraie victoire de la droite, mais malgré LR. Et il faut bien comprendre que la ligne Wauquiez-Sarkozy a été balayée, et elle a été balayée, moi je l'ai vu chez les Français de l'étranger. Ce sont les listes qui se sont présentées comme humanistes qui ont fait des voix à droite. De la même façon à Paris, de la même façon dans les Hauts-de-Seine. Il y a presque une trentaine d'élus dissidents qui ont été élus contre la ligne officielle du parti Les Républicains. Pour autant, il n'y a pas encore de constructif au Sénat. Les Républicains. Écoutez Gérard Larcher, et finalement le Sénat d'ailleurs a toujours été plutôt constructif. Gérard Larcher dit qu'il faut être exigeant et positif. On voit bien qu'on est sur autre chose. Ce qui est important sur le plan politique, c'est qu'aujourd'hui on a un Laurent Wauquiez qui rythme les choses, avec Nicolas Sarkozy qui continue de tirer un peu les ficelles. On voit d'ailleurs sur le texte, en ce moment même en discussion sur le terrorisme, on voit les Sarko-boys qui sont un peu à la manœuvre, alors même que je vous rappelle, puisqu'on parle du Sénat, que le Sénat a voté ce texte au mois de juillet dernier. Et quand, vous savez, Laurent Wauquiez, moi je le connais bien, ce n'est ni un centriste, ni un extrémiste. C'est un opportuniste. Et Laurent Wauquiez, en réalité... Punchline dans punchline. Et en réalité, Laurent Wauquiez, c'est assez simple. Il était plus centriste que Jacques Barrot quand il voulait devenir député. Il était plus sarkozyste que Sarkozy lui-même quand il voulait devenir ministre. Et là, aujourd'hui, il est plus identitaire que Marion Maréchal Le Pen parce qu'il veut devenir président. Et donc, avec cet homme, LR, c'est en route vers la déroute. Regardez d'ailleurs... le nombre d'adhérents, moins 33 000 depuis quelques mois, avec ce que j'appelle moi le grand remplacement, c'est-à-dire les centristes, les gaullistes, les humanistes, les modérés qui s'en vont. Et au final, parce que les dés sont pipés, et évidemment tous les autres ont eu raison de ne pas se lancer dans la bataille contre lui, puisque tout est joué d'avance. Et il va devenir quoi? Président de sens commun, d'une certaine manière. Alors, on y reviendra dans un instant. Sylvain Courage, peut-être juste votre analyse sur ces sénatoriales avec une victoire de la droite en trompe-l'œil, vous êtes d'accord? C'est vrai que c'est pas la droite de Wauquiez, parce que Larcher a dit ni destructif ni constructif. Alors, ça laisse un peu des chances à tout le monde. Ça laisse des chances éventuellement à Emmanuel Macron qui a raté complètement la campagne des sénatoriales, son parti aussi. Ça laisse des chances peut-être de trouver des accords avec certaines parties des sénateurs de droite et du centre. On sait que les sénateurs sont très autonomes souvent dans leur vote, donc peut-être qu'il peut arriver à monnayer comme ça des ralliements. Et puis ça laisse aussi une chance à Wauquiez, parce que malgré tout, c'est en affichage une victoire de la droite, donc le parti, les Républicains, bien qu'il soit traversé par les tensions, et on vient d'en avoir l'illustration, il continue à avancer sur un chemin qui est difficile, mais voilà, c'est quand même... C'est le génie de Larcher qui se maintient au centre de sa formation et de cette Assemblée. Gaël Brustier, vous pensez que la droite ne peut pas se droitiser indéfiniment? C'est ce que vous dites dans votre livre?
Non, mais je pense que la grande erreur de toute façon de la droite a été de liquider ce qui faisait son identité, sa triple identité, c'est-à-dire surtout les piliers démocrates chrétiens, libéraux également, mais surtout gaullistes. À partir du moment où cette triple identité-là a été détruite, liquidée, y compris par des gens aujourd'hui comme Alain Juppé qui se réclament du gaullisme, le champ était ouvert en fait pour toutes les expériences et les plus hasardeuses. Et Laurent Wauquiez en fait est tout à fait emblématique de cette espèce de droite d'après qui a liquidé tout ce qui faisait l'héritage d'une droite qui au fond n'était pas la droite, qui était une droite qui était humaniste, qui était issue de la résistance, qui partageait une même interprétation de l'histoire de France et qui avait renvoyé aux oubliettes de l'histoire à la fois l'extrême droite de la collaboration et celle de l'OAS. Et là, il est en train de préparer une révolution culturelle à droite où la grande victime à la fin, ce sera le général de Gaulle en fait, parce que ce qu'il s'apprête à faire, c'est de liquider toute une conception que nous avons de l'histoire de notre République, de ce qui est bien et de ce qui est mal dans l'histoire, et de le remplacer par leur vision à eux qui se situe et qui est définie quelque part effectivement entre le bureau de Laurent Wauquiez et la tête de Robert Ménard, quoi. Vous pensez aussi, Frédéric Lefebvre, que la droite va continuer à se déporter sur la droite ? Je pense qu'en tout cas, c'est la stratégie très claire. C'était celle de Nicolas Sarkozy qui a travaillé idéologiquement. C'est celle de Laurent Wauquiez qui aujourd'hui travaille pratiquement. Et il y a des contacts qui ont lieu. Tout le monde sait qu'aujourd'hui il est conseillé par Buisson, toujours, qu'il y a des passerelles qui sont créées, que quand on entend maintenant expliquer que Philippot est un gaulliste souverainiste avec qui on peut travailler, on entend des choses qui sont quand même effrayantes. C'est l'étanchéité entre la droite et l'extrême droite qui est en train d'être remise en cause aujourd'hui. Et personne ne pourra dire on ne savait pas. C'est pour ça que je le dis avec beaucoup de force, que d'ailleurs je lance un appel à toutes les personnalités des Républicains, qu'ils y soient encore, qu'ils n'y soient plus demain, peu importe. Je pense à Valérie Pécresse, j'ai longtemps siégé avec elle à la région Île-de-France, c'est une femme moderne, elle a monté libre. Je pense à Xavier Bertrand, je travaillais avec lui à l'UMP, je pense à Christian Estrosi, que je connais depuis très longtemps, Franck Riester, les constructifs, Jean-Christophe Lagarde, l'UDI. Il faut rentrer dans une résistance active à la dérive sectaire de LR. Qu'on soit à l'intérieur du parti LR, qu'on soit à l'extérieur, c'est pas le sujet aujourd'hui. De toute façon, je disais tout à l'heure en route vers la déroute, vous savez, le Parti socialiste vend son siège aujourd'hui. Je vous donne un scoop. Les Républicains vont vendre leur siège. Ils n'ont pas d'autre choix. Quand vous avez aujourd'hui plus de 50 millions de dettes, que vous avez une ligne politique qui fait fuir les adhérents, que vous êtes passé, que vous n'êtes plus qu'à 100 députés, que vous avez d'autres élus qui s'apprêtent dans les mois ou les années à venir à quitter le parti alors que c'est le financement public, c'est ça aujourd'hui qui est en train de se décider. Et donc, évidemment, pour rebondir, ils vont chercher à créer des passerelles avec de soi-disant... Parce que tous les changements de nom, les claquements de porte, tout ça, ça cache en réalité des stratégies de regroupement. Les dénégations, aujourd'hui, en réalité, cachent de manière secrète des tractations. C'est ça la réalité. Donc, tractations entre Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, Laurent Wauquiez, c'est ce que vous nous dites là ? Mais je vous le dis parce que c'est une réalité. Nicolas Dupont-Aignan, d'ailleurs, n'a pas été démenti quand il a dit qu'il avait des conversations privées avec Laurent Wauquiez. Alors, on va voir comment la droite se positionne sur l'un des sujets du jour, c'est-à-dire cette loi antiterroriste. L'Assemblée planche, vous le savez, sur le projet de loi. On va écouter ce qu'en dit d'abord Marine Le Pen et puis après Éric Ciotti. Le 21 avril 2017, Emmanuel Macron avait déclaré, après l'attentat de Paris, « Je ne vais pas inventer un programme de lutte contre le terrorisme dans la nuit ». Eh bien, 5 mois et 4 jours après, force est de constater qu'il n'a toujours pas réfléchi à cette question qui doit lui sembler plus subalterne que le statut de la... Les Républicains ne comprennent pas, c'est une faute, d'autant que les mesures de substitution qui sont annoncées sont vidées de tout leur sens et traduisent un affaiblissement de nos outils de lutte contre le terrorisme. Alors, Sylvain Courage, d'abord peut-être un mot sur Marine Le Pen. On voit qu'elle essaye de faire sa rentrée là, parce que après le divorce avec Florian Philippot, il faut qu'elle retrouve son rôle d'opposante. Donc la loi de terrorisme, c'est parfait pour elle, pour affirmer son parti pris sécuritaire. Elle reproche à Macron son inaction, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il a quand même avancé sur ce dossier-là. Et elle est rejointe dans cette contestation par la droite, et plutôt la droite de la droite.
qui elle aussi va exploiter ce thème. Donc on voit là un jeu classique en fait d'opposition. Je pense que ça laisse quand même à Emmanuel Macron une assez grande marge de manœuvre, parce que ce sont pas des critiques qui viennent vraiment du cœur de ces partis-là. Hein. C'est un petit peu les plus radicaux qui s'expriment. Donc je pense qu'il y a encore une voie pour lui, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans ce qui vient d'être décrit, c'est-à-dire l'écartèlement de la droite, avec une partie qui louche sur la partie identitaire du Front National, et une autre qui peut peut-être se rapprocher des constructifs et fournir des supplétifs à Emmanuel Macron. Gaël Boursier, sur cette opposition à cette loi antiterroriste. Il y a une chose intéressante avec Emmanuel Macron, c'est qu'il a commencé en fait son parcours politique qu'il a mené vers la présidence en s'appuyant sur 6% d'électeurs de gauche qui étaient des sociaux-libéraux, c'est-à-dire très soucieux des libertés individuelles, de faire en sorte que la sécurité ne prenne pas le pas sur les droits de chaque citoyen. Et on a constaté au fur et à mesure des semaines que Emmanuel Macron est devenu de plus en plus partisan d'une vision autoritaire de l'État, beaucoup plus sécuritaire, et que le parti pris est en fait de faire entrer l'état d'urgence dans le droit commun. Dans le droit commun. Bon, ça c'est quelque chose, à mon sens, qui peut lui coûter très cher, parce qu'il peut lui aussi faire exploser son noyau électoral. Il ne faut jamais tourner le dos au noyau électoral qui vous a lancé. Frédéric Lefebvre, sur cette loi antiterroriste. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On voit parfaitement, regardez, Éric Ciotti, donc lui c'est un des membres du carteron de caporaux sectaire qui tient le parti aujourd'hui, qui vous explique les Républicains dénoncent ce texte. Le texte vient d'être voté il y a 2 mois par les Républicains, dont on vient de parler, les sénateurs, avec un rapporteur, qui au contraire a défendu les libertés publiques, considérant que le texte allait même peut-être un peu trop loin. Donc on voit bien aujourd'hui à quel point on est dans de l'agit-prop en réalité. Et ce qui est aujourd'hui essentiel, évidemment qu'il faut défendre les libertés publiques, il faut en même temps lutter contre le terrorisme. Le texte, il va y avoir des propositions des uns et des autres, mais je pense que les Français doivent dépasser tout ce petit jeu théâtral, qui est un théâtre d'ombre finalement, où, vous l'avez très bien décrit, chacun essaye de jouer des partitions avec des arrière-pensées. Je rappelle quand même qu'on est sur un sujet qui fait des morts, qui est le terrorisme, qui fait trembler les gens, et on s'aperçoit que les partis politiques jouent avec ces sujets, avec des arrière-pensées. Évidemment, je peux vous dire qu'un Éric Ciotti, par exemple, revient avec encore plus de forme et de pêche avec le résultat en Allemagne des élections, et en se disant mais bien sûr qu'on a raison, c'est comme ça qu'on va reprendre le pouvoir, c'est comme ça. Et donc tout ça, c'est un spectacle que les Français ne supportent plus, à juste raison. On s'interrompt une seconde, on va faire un point météo.